Bien, bonjour à tous. Alors moi, je vais pas vous parler de développement, je vais vous parler d'une particularité qui s'appelle l'information géographique et de voir un petit peu les solutions qui peuvent exister pour vous, équipe de développeurs, pour pouvoir manipuler cette information géographique dans vos outils, quoi. Donc un petit rappel au niveau de cette fin de journée. Donc je pense que vous en avez déjà peut-être pas mal absorbé. On va essayer de ne pas vous assommer avec trop de techniques. Un petit rappel, c'est un petit peu sur déjà la société, un petit peu notre société, parce qu'on est spécialisé à Garikige dans l'information géographique. Un petit rappel sur sur les notions fondamentales qui sont importantes de connaître quand on va manipuler l'information géographique. Et puis après, pour pouvoir balayer, je dirais, des composantes ou des outils qui peuvent être à votre disposition, open source, pour pouvoir travailler justement cette information, quoi. Donc à Garikige, nous on est une société spécialisée donc de 4 personnes, donc basée à Mâcon, donc on est des Bourguignons. Elle a à peu près 10 ans, on a fêté nos 10 ans cette année. Donc moi j'ai rejoint la société il y a à peu près 3 ans. J'étais avant dans une boîte d'informatique, vous connaissez peut-être, enfin il y a des gens ici, Atoll Conseil Développement. Voilà, donc j'étais responsable, chef de projet puis directeur de projet d'une équipe en charge notamment des développements d'applications Carto. Et puis donc du coup j'ai rejoint la société d'un copain spécialisé en information géographique, donc pour pouvoir changer un petit peu d'horizon, quoi. Voilà. Nos domaines d'activité, donc on est très orienté, donc nous, comme je vous l'ai dit, vraiment dans l'information géographique. Donc c'est dans la mise en place d'infrastructures de données géographiques. Donc typiquement, ça va être la mise en place de serveurs avec des bases de données cartographiques, la création de flux pour pouvoir permettre d'alimenter des web apps cartographiques avec des fonds de plan qui vont bien, de la formation sur certains outils SIG, de la mise en place d'applications mobiles à partir de composantes. Enfin, on va balayer un petit peu toutes ces solutions techniques qui existent, quoi. Et puis également de l'expertise sur certains domaines, typiquement par exemple sur les bases de données PostgreSQL, sur la particularité du spatial, quoi. Voilà. Du spatial. Alors quand je dis spatial, information géographique spatiale, ne voyez pas tout de suite les étoiles, hein, voilà. C'est l'information géographique. Un petit rappel je vais peut-être mettre un compteur quand même pour dire que je me balade pas trop. Allez, c'est parti. Pardon ? S'il n'y a plus de lumière, c'est qu'il est trop tard. Ouais. Ou si les gens sont partis aussi, peut-être. Voilà. Donc un petit rappel quand même sur ce qu'on entend par information géographique ou géodata. Ce qui est important en fait, c'est de savoir que quand on parle d'information géographique, c'est quoi l'information géographique ? L'information géographique, c'est ce qui va permettre, à un moment donné, de traduire quelque chose du territoire, un élément du territoire ou un phénomène en information numérique, enfin l'information géographique quand on parle d'information géographique numérique. Donc on est toujours dans de la représentation, quoi. Donc ça peut être un bâtiment, ça peut être un courant marin, ça peut être un réseau d'adduction d'eau potable, ça peut être ce que vous voulez, c'est une position, une adresse, voilà. Il y a 80% de la donnée, en fait, quand on manipule l'information, quand 80% de la donnée qui existe, qui a une référence à un moment donné plus ou moins directe à de l'emplacement géographique, quoi, voilà. Donc cette notion ce qui est premier important, c'est la notion de représentation. Donc comment est-ce qu'on va représenter l'information géographique dans les systèmes informatiques ? Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on travaille dans des repères. À un moment donné, on n'est pas dans du dessin, on n'est pas, voilà. C'est-à-dire que tout le monde connaît les positions GPS quand on se déplace et ainsi de suite, voilà. Les coordonnées GPS sont des coordonnées qui sont exprimées dans un repère, qui permettent de se localiser sur toute la planète, quoi. Voilà. Il y a certains repères qui ne sont valables que sur des territoires bien délimités, mais qui vous apporteront plus de précision. On va venir dans le détail tout de suite après. Au niveau de la représentation de l'information géographique, il y a deux modes principaux. On verra qu'il y en a, enfin le troisième, j'ai marqué les nuages de points. Il y a deux modes principaux qui permettent de représenter justement ce territoire ou ce phénomène. Le premier mode, c'est le mode dit de représentation vectorielle. Donc c'est pour faire un petit peu de, voilà, si vous avez, vous connaissez les outils Adobe, Illustrator, Photoshop ou GIMP et puis Inkscape ou des choses comme ça, ça correspond à ça. En fait, vous avez un mode de représentation basé sur des coordonnées géographiques X, Y, voire Z pour pouvoir gérer l'altimétrie.
Donc ça, c'est un premier mode de représentation. Le deuxième mode, donc c'est vachement adapté sur tout ce qui va être entre guillemets réseau, limites administratives, gestion des routes, enfin en gros ce qui correspond à des limites bien déterminées du territoire. Une forêt, c'est une limite voilà qui est bornée. Un cours d'eau, c'est un linéaire, voilà. Par contre, dès qu'on va être dans des phénomènes qui sont beaucoup plus diffus, qui n'ont pas de entre guillemets de frontières lisses. Ça peut être par exemple de l'altitude. L'altitude, voilà, vous pouvez pas créer un ticket, enfin, sauf si vous mettez des courbes de niveau, vous avez un phénomène qui est continu. Donc là, on va représenter cette information-là sous forme de données matricielles, où en fait, on va rattacher une information géographique derrière des pixels, quoi. Voilà. Donc chaque pixel ici ne va pas porter une couleur rouge, vert ou bleu, mais va porter une couleur qui peut être par exemple une valeur d'altitude en un point donné, quoi. Voilà. Donc ces informations-là, en fait, il va falloir pouvoir les traiter dans des systèmes qui sont capables d'accepter à la fois la représentation de type vectoriel stockée sous forme de coordonnées de points x, y, voire z, voire m aussi dans certains cas. Donc m pouvant être voilà une mesure typiquement. Pour prendre un exemple, la valeur m, si vous êtes sur un réseau un réseau routier d'autoroute ou de route départementale, vous pouvez avoir une polyligne qui décrit votre route, qui est une version simplifiée de la route. La route fait comme ça. Votre polyligne est une version simplifiée. Par contre, vous pouvez stocker sur des sommets, sur chaque sommet de votre polyligne, une valeur qui correspond à une distance kilométrique depuis le début de la polyligne, quoi. Ce qui ne correspond pas forcément à la longueur entre le point de début et le point de fin, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle voilà des coordonnées M. Donc en fait, on stocke sur chaque sommet une valeur qui peut être différente, en l'occurrence ici, de la distance par rapport à l'abscisse de départ, quoi. Donc ça, c'est les deux formes de représentation principales. Donc la partie vectorielle, la partie matricielle. La partie matricielle, c'est ce qui va permettre aussi typiquement de gérer tout ce qui va être photo aérienne, hein. Une image satellite, une photo prise d'avion, une orthophotographie de drone, c'est de l'information matricielle. Donc il va falloir la diffuser. Quand vous regardez Google Maps, Google le géoportail ou tout ça, c'est stocké sous forme d'information matricielle. Vous avez dernièrement, il y a eu une campagne menée par l'Institut géographique national de couverture de tout le territoire national en relevé nuages de points. Donc les nuages de points, en fait, ça consiste à faire passer un avion avec des capteurs lidar et qui vont bombarder tout le territoire avec du lidar, quoi. Et chaque territoire entre guillemets, le sol va renvoyer avec une réponse, une information, et c'est ce qui va permettre de reconstituer sous forme de nuages de points le territoire en 3 dimensions, quoi. Voilà. Donc c'est un autre mode de représentation. C'est-à-dire que concrètement, un bâtiment, par exemple, vous allez pouvoir le représenter sous forme vectorielle avec un rectangle et puis une hauteur d'extrusion, donc avec une 3 dimensions, mais ça peut être aussi représenté avec un nuage de points qui ensuite donnera lieu éventuellement à la création de mèches ou des choses comme ça, en 3D. Deuxième notion, la notion de repérage. Alors si je vous pose la question, à votre avis, le Groenland, quelle taille il a par rapport à l'Afrique, quoi? C'est compliqué, hein? Quand on se met sur Google Maps, qu'on dézoome, qu'on voit la planisphère entière, on a du mal un petit peu au pôle à avoir une estimation des surfaces et ce que ça représente. Donc ce qui est important en fait, c'est de savoir que les différentes informations, qu'elles soient matricielles ou vectorielles, quand on va les exprimer donc du coup dans un système de coordonnées. Donc ce système de coordonnées, en fait, donc ici on est sur la Terre, hein, mais ça existe aussi, ce système-là est utilisé aussi sur d'autres dans l'espace, hein, le repérage. La Terre en fait n'est pas ronde. Donc ça c'est la première. La Terre n'est pas ronde comme une orange. Hein, c'est déjà quelque chose qui est une patatoïde. Donc on va essayer. Donc là c'est des calculs. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est extrêmement compliqué les systèmes de coordonnées. Mais l'idée de ce schéma c'est de vous montrer en fait un petit peu ce qu'il en retourne. On essaye de trouver un premier modèle qui permet d'approximer entre guillemets la surface de la Terre et en gros, on va raisonner dans un premier système qu'on appelle les coordonnées géographiques, donc qui vont nous permettre de raisonner sous forme angulaire, entre guillemets, par rapport à une longitude, à une latitude. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on mesure un angle ici vertical qui va nous donner la latitude et horizontal qui va nous donner ici la longitude, quoi. C'est le système qui est utilisé pour se repérer avec, en gros, les informations que vous retourne votre smartphone et votre GPS. C'est un système basé sur des coordonnées géographiques. Donc longitude, latitude. Donc en fait, c'est pas des valeurs en mètres, c'est des valeurs angulaires, quoi.
les 4,45 et 45 degrés au nord. Donc ça veut dire que vous vous situez au-dessus de l'équateur et à 4,5, donc ça nous place à peu près ici. Si vous êtes en Bretagne, par rapport au méridien de Greenwich, si vous êtes à Brest, en fait, vous êtes en négatif, en coordonnées négatives, quoi. Voilà, quoi. Donc ça, on raisonne en termes angulaires. Donc ça, c'est bon, c'est un premier mode de représentation de l'information géographique, mais ça veut dire que derrière, quand vous allez vouloir calculer des surfaces ou des longueurs, vous pouvez pas vous baser sur ça. Vous pouvez pas faire du Pythagore sur des angles, quoi. Ça marche pas, quoi. Les calculs de distance sont pas bons, quoi. Voilà. Donc on a également d'autres systèmes, dits qu'on appelle des systèmes projetés, donc sur lesquels en fait on va en gros aplatir la Terre. De manière, en tout cas, aplatir la Terre pour pouvoir avoir un système dit métrique. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle les projections cartographiques, en sachant que ces projections, évidemment, alors il y en a qui existent, si vous voulez, il y a plusieurs formes. Vous avez les planes, vous avez les coniques et vous avez les cylindriques. Ici, je vous ai remis l'exemple de web, de Google Maps qui a tué un petit peu quand même la représentation cartographique. C'est le système Web Mercator qui est valable effectivement sur toute la planète et qui représente en gros dans un rectangle, toute la surface de la Terre. Donc on est typiquement dans le cas d'un système de projection cylindrique, quoi. Voilà. En France, quand on veut travailler avec une très forte précision, notamment pour les topographes ou les machins comme ça, quand on fait un pont, quand on fait le viaduc de Millau, faut pas être précis à 5 mètres, quoi. Faut être précis en dessous du centimètre, quoi. Sinon, il y a 2-3 petits pépins qui se produisent, quoi. Voilà. les deux tabliers risquent de pas se retrouver en face, quoi. Voilà. Donc on adapte des systèmes coniques, typiquement, qui vont permettre d'être hyper précis, mais sur une très petite partie du territoire. C'est par exemple le cas quand si vous devez développer une application cartographique qui soit valable en France métropolitaine et pour les dom-tom, si vous voulez être dans un système très précis, vous allez être obligé de pouvoir gérer plusieurs systèmes de coordonnées. C'est-à-dire qu'en France, vous allez gérer ce qu'on appelle le système Lambert 93. Quand vous allez être en Guadeloupe, vous allez être obligé de prendre en compte un autre système de coordonnées. Et quand vous allez être à La Réunion, vous allez devoir traiter encore un autre système de coordonnées. Si vous êtes là juste pour représenter 3 pastilles sur une carte et que vous n'avez pas forcément besoin d'une grande précision parce que vous n'êtes pas topographe, vous allez peut-être prendre le système cylindrique de Google, qu'on appelle Web Mercator, qui vous permet en gros, avec un seul système, de pouvoir gérer gérer le positionnement géographique, quoi. Donc, faut savoir que ces systèmes, en fait, ils sont gérés par des autorités, en gros, qui fixent un petit peu la liste de référence des systèmes de coordonnées, donc qui sont, notamment, le plus connu, c'est le PSG, donc c'est des producteurs de pétrole au départ. Donc, c'est en gros, quand on va vous parler de PSG, dès que vous allez manipuler l'information géographique, vous allez forcément voir apparaître cette notion de système de projection. Les éditeurs de solutions privées, il y a un éditeur principal en France de solutions d'information géographique propriétaire, il s'appelle ESRI, enfin mondial d'ailleurs, il est, quoi, voilà. L'IGNF, donc l'Institut géographique national française, et puis tous les instituts nationaux, l'UNSG pour les Amériques, il y a tout un tas de trucs, quoi, voilà. Et bien entendu, il y a tout un tas de composants qui permettent de basculer d'un système vers un autre, mais avec plus ou moins de perte de précision, voilà. Ici, je vous ai mis la représentation, vous pouvez faire les tests, je vous ai mis le lien, de ce que représente la France. Si on la bascule, si on la porte au niveau des pôles, des pôles, donc le pôle Nord en l'occurrence, pour voir un petit peu ce que ça représente en surface. Donc je vous ai posé la question tout à l'heure, la taille du Groenland. Vous voyez bien que si je ramène le Groenland au niveau de l'Afrique, il fait pas du tout la taille de l'Afrique comme là on pourrait s'en douter, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui est important quand même, de savoir, ne serait-ce que par culture personnelle, quoi. On va basculer sur les composantes. Alors, on va aborder plusieurs aspects. Donc, il y en a qui seront plus pour le développeur, d'autres qui seront plus entre guillemets pour les outils qui peuvent accompagner le développeur. Parce qu'à un moment donné, quand on veut manipuler l'information géographique, c'est bien beau d'avoir une librairie JS qui fait des cartes et machin. Quand on nous livre un fichier de données, si on n'a pas un outil SIG pour aller le coller dans une base de données ou pour transformer ça dans un flux intelligible pour un serveur carto, vous allez être embêté, quoi. Donc premier point, c'est sur l'aspect stockage de l'information géographique. Comment est-ce qu'on stocke ça et où est-ce qu'on stocke ça surtout, quoi. Donc
les systèmes qui permettent de stocker ça, donc on a évidemment le stockage sous forme de fichiers, on le verra tout à l'heure. Il y a des SGBD, donc systèmes de gestion qui sont capables de pouvoir gérer l'information géographique, quoi. Donc l'information géographique, elle va être gérée sous forme qu'on appelle régulièrement des géométries. Donc la géométrie, c'est ce qui va permettre de stocker l'information définie par des coordonnées x, y, z, voire m. En système métrique, enfin en système projeté, et puis on va aussi avoir dans certains cas le type géographie qui lui va avoir des fonctionnalités spécifiques pour traiter les valeurs justement qui sont exprimées en angle. C'est-à-dire quand on va faire un calcul de distance en deux coordonnées géographiques, même si c'est des valeurs angulaires, le système de coordonnées, le système de base de données va me renvoyer une distance qui sera une distance métrique, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il a adapté lui son mécanisme pour pouvoir traiter ces informations. Donc on rajoute en fait dans les systèmes de gestion de base de données des types spécifiques, des types de données spécifiques. Donc pour pouvoir gérer le vectoriel en système projeté, le vectoriel en système coordonnées angulaires. Ce qu'on appelle les box. Donc les box en fait c'est les emprises, c'est les minimum, les MBR, les emprises, les extends quoi. Et puis également dans certains cas, certains SGBD vont être capables de traiter le matriciel. C'est-à-dire qu'en SQL, vous allez être capable de faire de la combinaison de pixels. Ajoute-moi la valeur du pixel A sur la valeur du pixel B, quoi. Ça peut être par exemple, imaginons que vous vouliez faire un travail pour calculer les endroits qui sont couverts par la réseau téléphonie Free, Bouygues et ainsi de suite. Bah vous êtes en mesure, en faisant de la combinaison de couches matricielles, donc couches raster, de pouvoir faire une intersection de pixels et pour pouvoir ressortir un résultat qui va ressortir les pixels où il y a de la couverture par les 4 opérateurs, par exemple, quoi. Ou au contraire, vous dites, moi ce que je veux, c'est à un moment donné, isole-moi les zones du territoire qui sont couvertes par aucun de tous, quoi. Voilà. Donc on a à la fois ces types de données qui sont gérées et on a donc du coup des fonctionnalités qui sont apportées, quoi. Donc ça va être des fonctionnalités de construction géométrique, d'interrogation, calcule-moi la surface de, renvoie-moi la longueur de, des fonctions de relation spatiale. Quels sont les objets géographiques qui sont en superposition avec tel autre, quoi, ainsi de suite. Donc en gros, vous allez pouvoir manipuler sous forme de chaîne SQL, comme on va le voir tout à l'heure, tout de suite. Alors, est-ce que je vais peut-être le mettre maintenant. Voilà. Donc là, typiquement, le SQL, en fait, on va pouvoir lui apporter des fonctionnalités de gestion du spatial, enfin d'information géographique. Ici, si vous regardez, c'est une table PostgreSQL, donc qui contient les limites administratives communales du territoire métropolitain. Je rajoute donc du coup on a les champs classiques, l'identifiant de la commune, le nom en majuscule, le code INSEE, voilà tout un tas d'informations que vous retrouvez classiquement, la clé primaire, ainsi de suite. Et là vous voyez vous avez une colonne en fait de type géométrie qui va stocker ici une entité géographique, enfin une forme de type multipolygone. Donc il faut savoir que le multipolygone en fait c'est deux polygones qui sont distants, c'est-à-dire que en gros il y a de l'espace entre les deux, quoi. Voilà. C'est par exemple le cas d'une commune qui va être notamment enfin en bord d'océan, qui contient une île qui n'est pas forcément rattachée à la Terre, quoi. Voilà. Donc on veut une seule entité géographique en gros, mais qui est explosée en deux sous-entités, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un multipolygone. Voilà. Et donc dans le système 2154, c'est le code PSG en fait qui correspond au système de référence légale en France pour pouvoir gérer les coordonnées, voilà, pour pouvoir en gros travailler avec les autres, avec les topographes, avec les géographes et ainsi de suite, quoi, voilà. Donc ça c'est la manière donc en gros on va déclarer qu'on veut stocker l'information géographique dans une table, quoi. Important dans les bases de données, notamment alors dans toutes les bases de données, mais notamment dans les bases de données géographiques, c'est la notion d'index, quoi. Si vous n'indexez pas vos colonnes de géométrie, quand vous allez faire une requête spatiale, le truc il va être mort, quoi. Je veux dire, vous allez avoir des requêtes qui vont durer des plombes, quoi. Donc faut toujours être rigoureux quand on fait des bases de données, et j'ai presque envie de dire il faut l'être encore plus quand on manipule du spatial, parce que on est sur des volumes de données qui sont importants, voilà. Donc et à un moment donné, les algorithmes, même s'ils sont performants, peuvent vite être consommateurs de ressources, quoi. Voilà. Donc la notion d'index, donc typiquement ici vous voyez dans PostgreSQL, en fait on a un type d'index qui s'appelle GIST, en fait qui est un index dédié à l'indexation du spatial. Comment il travaille en fait cet index? En fait il crée des rectangles d'emprise, typiquement vous avez une patate, il va créer un rectangle avec coordonnées en haut à gauche, en bas à droite, et quand on va faire un calcul d'intersection, il va d'abord faire un calcul d'intersection sur les rectangles, et après il va tester
Donc il va éliminer tous ceux qui s'intersectent pas, et après il va tester les géométries en temps réel, quoi. Voilà. Si vous faites pas si vous utilisez pas cet index, en fait, il va vouloir calculer réellement sur les formes directes des géométries, et du coup, bah, ça va multiplier parce que, en gros, là où vous avez un rectangle avec 4 sommets, si vous avez un contour de commune qui est délimité, qui est très précis, qui est précis au mètre, et que vous avez 35 000 communes en France, et que vous décrivez les 35 000 communes avec une précision métrique, ça vous fait un nombre de sommets à manipuler au niveau de votre requête, enfin par le processus qui fait la requête, qui est infernal, quoi. Donc du coup, vous allez peut-être multiplier votre requête par 100 en termes de temps d'exécution, quoi. Voilà. Là, j'ai fait une requête, une requête spatiale, enfin une requête qui combine plusieurs éléments. Typiquement, ici, vous voyez, j'ai pris la commune de Dijon. Donc ça, c'est ma sous-requête de la commune de Dijon. Et ce que je voudrais, c'est que, avec une requête spatiale, je retrouve en fait toutes les communes qui sont limitrophes de la commune de Dijon. Donc sans avoir un modèle relationnel qui dit la commune de A est jointive de la commune de B. Hein. Non, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est justement de s'en affranchir, quoi. Voilà. Donc le principe c'est celui-là. Donc une requête spatiale, donc une première sous-requête qui définit la commune de Dijon, une deuxième qui demande ici à faire une jointure spatiale. Donc je lui dis ici que je veux faire une jointure entre ma table des communes qui contient mes 35 000 communes, la commune de Dijon, où je lui dis que je veux qu'il me retourne les objets où la commune, où les touches la commune, donc le ST touche, en fait, c'est des fonctionnalités spatiales, touche la commune de Dijon, quoi. Donc c'est pas superpose, c'est pas situé à une distance de 30 mètres, c'est voilà. En gros, touche, ça veut dire est à une frontière commune avec la commune de Dijon, quoi. Donc j'ai demandé ça, donc ça m'isole toutes ces communes-là, donc ici, et je lui ai demandé en plus de me calculer la longueur la longueur en kilomètres de la frontière qu'ils ont en commun, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le type d'opération que vous pouvez faire avec un SGBD qui manipule du spatial, quoi. Voilà. Donc c'est quand même c'est quand même assez puissant. Vous pouvez faire donc tout un tas de il y a tout un tas de selon la richesse des GBD, on va les voir tout de suite après, mais il y a tout un tas de fonctionnalités. PostGIS en a plus de 150, quoi. Récupérer le barycentre, les calculs de longueur de surface, les coordonnées x-min, y-min, ainsi de suite, calculer tout ce qui est intersection d'objets comme on a fait là, les ensembles, enfin toutes ces choses-là, faire du référencement linéaire, c'est-à-dire que bon, faut savoir qu'en France, aujourd'hui, le GPS apporte pas mal de choses pour se positionner. Il y a encore des mécanismes, notamment quand on travaille dans les égouts, où le GPS passe pas, et on fonctionne encore en système, donc ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, c'est quoi? C'est j'ai un point de départ dont je connais la position, et je me déplace le long d'un axe en mesurant la distance par rapport au point de départ, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on va se positionner par rapport à un point connu en disant j'ai fait 50 mètres, j'ai fait 66 mètres, j'ai fait ainsi de suite, quoi. Voilà. C'est quand vous avez regardez les bornes le long des routes, c'est ça les points kilométriques, quoi. Les points kilométriques, c'est une gestion d'abscisse curviligne, quoi. Quand les gens travaillent, alors aujourd'hui ils travaillent plus avec le GPS, mais avant ils repéraient le système en disant je me suis aussi positionné au PR5, point de repère 5 sur l'autoroute, plus 400 mètres, quoi. Voilà, quoi. Donc ça, c'est des choses que le système est capable de pouvoir gérer. C'est-à-dire qu'il est capable de convertir une position géographique, longitude, latitude ou XY, en système le long d'un axe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Et c'est notamment intéressant quand vous rentrez une information en disant je suis positionné à tel point de repère plus 50 mètres et que vous voulez voir ça sur une carte. Parce que quand vous voulez la voir sur une carte, pour le coup, faut que le système il fasse le travail à l'envers, quoi. Côté techno. Donc côté techno, en fait, au niveau des SGBD pour le stockage d'informations en système relationnel, il y a un open source, hein, j'entends, parce que c'est l'idée, hein, aujourd'hui, quoi. Il y a un système qui sort du lot, clairement aujourd'hui, depuis pas mal de temps, hein, c'est PostgreSQL avec son extension spatiale PostGIS, quoi. Donc PostGIS, en fait, c'est donc vous connaissez, tout le monde connaît PostgreSQL, quoi. Ok. Donc PostGIS, en fait, c'est l'extension qu'il faut rajouter quand vous voulez gérer justement de la géométrie ou de la géographie ou donc après il y a notamment tout le monde du raster avec PostGIS raster, quoi. Donc c'est une solution qui est aujourd'hui largement éprouvée, hein. Ça équipe notamment l'Institut géographique national. Donc le géoportail derrière, à mon avis, il y a du PostGIS qui tourne derrière, tout un tas de grandes institutions qui fonctionnent. Donc c'est quelque chose d'extrêmement robuste, extrêmement performant, extrêmement
extrêmement utilisé, donc avec une communauté. La licence, elle est nickel. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fonctionnellement le plus riche et le plus robuste, quoi. Et donc du coup, si aujourd'hui vous deviez partir sur un système de gestion de base de données qui manipule de l'information géographique, je vous conseillerais de partir sur celui-là, quoi. Voilà. Il a également d'autres extensions qui sont complémentaires, notamment la version PostGIS Raster, qui permet justement de stocker, en plus de ces informations géographiques stockées sous forme de coordonnées X, Y, Z, de stocker justement des images, quoi, pour pouvoir faire des manipulations. Donc là, on a vu tout à l'heure, on a fait une intersection d'objets de frontières. Vous pourriez faire des intersections de données maillées, quoi. Voilà. Bon, il est encore, il est beaucoup plus récent. Au niveau performance, c'est encore pas forcément aujourd'hui quelque chose de super réactif. Voilà. PG Routing, ça va être une extension qui va vous permettre de faire du parcours de graphe. Donc en gros, calculer le chemin, plus court chemin entre une position A et une position B en suivant un réseau et en suivant éventuellement avoir des contraintes, c'est-à-dire ne pas prendre un essence interdit, des choses comme ça. Donc si vous avez demain à mettre en place un système qui fait du guidage, pour aller d'un point A à un point B, dans mon ancienne boîte, il y avait un mécanisme, ce système-là avait été utilisé pour guider les gens en fait à l'intérieur d'un cimetière, quoi. Voilà, les grands cimetières, c'est facile de se paumer, et en gros il y avait une borne à l'entrée du cimetière qui disait comment je me rends à l'allée temps et la tombe numéro temps, quoi. Voilà. Donc c'est un moyen qui permet de faire du parcours de graphe. Vous utilisez beaucoup ça aussi dans ce qu'on appelle les algorithmes du voyageur de commerce, quoi. Vous avez 5 points à visiter, dans votre tournée. En fait, il va vous calculer, selon votre graphe, il va vous calculer le meilleur moyen de passer par ces 5 points, quoi. Voilà. Ça peut faire aussi de l'isochrone, tout un tas de choses, quoi. Alors vous allez me dire, il y a des API qui existent pour ça. Oui, il y a des API. Quand vous voulez utiliser votre propre réseau et vos propres données, pas celles de Google, pas celles d'OpenStreetMap ou je sais pas quoi, vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez les intégrer dans un mécanisme comme ça, quoi. Voilà. Vous avez également quelque chose, alors c'est très très particulier, mais qui s'appelle PostGIS Topology. Donc là, c'est une extension en fait qui gère des modèles de données cartographiques, notamment orientés réseau. Typiquement, si vous voulez, par exemple, vous êtes dans le cadre d'un réseau d'adduction d'eau potable et que vous voulez savoir quand vous fermez une vanne. En gros, donc il y a de l'eau qui circule dans des tuyaux, et quand vous fermez une vanne, de savoir quelle est la partie du réseau qui va être impactée. Donc ça, c'est des choses en fait qui sont permises en utilisant ces moteurs-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les relations sont décrites entre les objets. Le système, il connaît toutes ces relations-là. Il sait que la canalisation A est suivie par la canalisation B en aval, quoi. Donc, à un moment donné, si je ferme une vanne qui alimente A, automatiquement, le système est capable de détecter que tout le reste, tout ce qui est en aval, voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, plutôt que de réinventer la roue. Voilà, sachez qu'il y a des algorithmes qui permettent de faire ça, quoi. Vous avez également, là, il y avait je sais pas si vous êtes allé les voir, il y a une société qui s'appelle Oslandia, qui travaille notamment sur un composant de PostGIS qui s'appelle FCJAL, qui permet qui permet de manipuler de l'information géographique en 3D avec l'extrusion de bâtiments, des calculs de volume, d'intersection de volume et ainsi de suite, quoi. Voilà. MariaDB, donc là c'est MariaDB. Alors il a en fait MySQL et MariaDB gèrent le type spatial, mais par contre en fait clairement aujourd'hui ils sont j'ai envie de dire, si vous devez construire un système, partez sur PostgreSQL. Si vous avez un MySQL ou un MariaDB qui est dans un coin, vous pouvez pas vous en passer, vous avez une application métier qui est là, le client, entre guillemets, veut pas s'en séparer, ça coûte trop cher, tout ça, mais il veut quand même intégrer de l'information géographique pour localiser, je sais pas trop quoi, sachez qu'il y a quand même ces fonctionnalités qui sont là. Ça reste performant, hein, mais on est beaucoup moins riche que ce que propose PostgreSQL. Il n'y a pas forcément beaucoup de retours, voilà, quoi. Même des gens qui utilisent MySQL, je suis obligé de leur dire, attendez, il y a ça qui existe, voilà, ils n'étaient pas forcément au courant, parce que c'est pas forcément mis en avant non plus par l'éditeur, quoi, voilà. Ça, on l'a déjà vu. On a parlé des GBD relationnels. Il faut savoir qu'il y a d'autres systèmes qui sont capables de gérer l'information géographique. Donc, je vous ai mis MongoDB, je vous ai mis Neo4j, Elastic, donc pour les index, DuckDB. Globalement, voilà, alors c'est faisable.
Aujourd'hui, on n'est pas au niveau de la richesse encore de ce que propose un, voilà. Par contre, si c'est juste stocker des positions, calculer des distances dans Elastic ou des choses comme ça, le point A, le point B, voilà, ça va être bon, quoi. Il n'y a pas de problème. Par contre, voilà. Donc, entre guillemets, faut pas que l'information géographique soit le critère principal de votre base de données pour choisir ces trucs-là. C'est que, en gros, faut qu'il y ait vraiment d'autres avantages à utiliser un MongoDB. Voilà. Faut pas que ça soit, faut pas rentrer par le, entre guillemets, le besoin carto, quoi. Je vous ai mis ici alors c'est pas, on n'est pas sur les GBD serveurs. Je vous ai mis un format qui est utilisé non pas pour travailler sur les parties serveurs, mais plutôt sur les applications mobiles, qui est le format GeoPackage. Donc on est dans une base de données type fichier, en fait, donc du coup basé sur le système SQLite, et du coup qui fixe entre guillemets une organisation de table à même de pouvoir stocker l'information géographique et d'être utilisé par des outils bureautiques, SIG ou applications mobiles, SIG, voilà. C'est une sorte de norme, enfin c'est une norme d'ailleurs, c'est une norme entre guillemets d'organisation, voilà. C'est un modèle de données qui permet de stocker l'information géographique d'une certaine manière avec les métadonnées, les systèmes de coordonnées et ainsi de suite, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un format qui est vraiment intéressant, notamment je vous dis quand on veut partir sur le terrain avec 3 gigas de fond de plan orthophoto, plus derrière l'ensemble des parcelles du cadastre et qu'on n'a pas de réseau, quoi. Nous, on travaille actuellement avec une boîte, là, un bureau d'études. Il y a 100 mecs sur le terrain en permanence qui partent. C'est des gens qui font des observations environnementales. Et du coup, ils n'ont pas de réseau. Quand ils sont au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas le géoportail, ils n'ont pas Google, ils n'ont pas tout ça. Donc, ils sont obligés de partir avec leur fond de plan. Et des fois, les zones d'études sont assez étendues, quoi. Des fois, ça correspond. Donc, quand on est sur une échelle à grande échelle, petite échelle, ça parle à tout le monde. Ok, donc grande échelle, si je suis précis, petite échelle, c'est le 1 millionième, je vois toute la France ou une partie, voilà. Donc c'est inversement proportionnel, enfin c'est l'inverse, quoi. Voilà, donc le format GeoPackage est vraiment un format important. On peut stocker aussi l'information géographique sous d'autres formes, hein. Donc sous forme textuelle. Donc on a un format qui s'appelle le well-no-text, en fait, qui décrit multi-polygone, ouverture de parenthèse, coordonnées A, coordonnées B, et ainsi de suite, quoi. Le format JSON, qui a en fait sa déclinaison, son pendant géographique qui s'appelle le GeoJSON, donc il fixe un certain nombre de choses. Des formats déclinés du XML, donc ils sont en perte de vitesse, hein, le GML, tout ça, le KML étant devenu un standard. Bon, tout le monde se souvient de Google Earth, machin, avec son KML, tout ça. Bon, c'est verbeux, c'est machin, c'est chiant. Enfin bon, aujourd'hui, voilà, le GeoJSON a pris le truc. Le format GeoParquet, qui met entre guillemets l'information géographique dans, je dirais dans le format dans les structures de type parquet. Et puis je vous ai mis un format propriétaire, c'est pour ça que je l'ai mis en italique. Mais le problème c'est que celui-là, on a du mal à le tuer, même quand on est un fervent défenseur de l'open source et de tous ces trucs-là, qui est le format S3 Shapefile en fait, qui est un format qui doit peut-être dater de 1980 quoi, mais qui est toujours utilisé par les géomaticiens aujourd'hui, voilà, parce que c'est un format qui est lu par tout le monde, qui est écrit par tout le monde, et voilà. Donc c'est souvent en fait que ce type de format ressort, quoi. Au niveau des données matricielles, en fait, on a régulièrement donc le format GeoTIFF. Donc il y a un format, vous connaissez le TIFF. Le format GeoTIFF, c'est un peu la même chose, sauf que dans l'entête du fichier, on va inscrire des coordonnées. On va lui dire que le pixel en haut à gauche, il est à telle position. Ce qui fait que quand on va ouvrir ça dans un logiciel SIG, en fait, il va automatiquement lire cette ligne d'entête et récupérer cette information, quoi. Voilà. Et pareil dans les serveurs cartographiques, et ainsi de suite, quoi. Les formats ASCII, les formats GRIB pour les données météo, et ainsi de suite, quoi. Deuxième, là on a vu la partie stockage. Deuxième aspect, les serveurs carto. Je suis bavard, faut que j'avance vite. Donc les serveurs carto, c'est quoi? En gros, c'est quelque chose qui va prendre vos données que vous avez dans vos fichiers ou dans vos bases de données et qui va traduire ça en quelque chose qui est palpable par une application web ou un SIG bureautique qui va utiliser des flux. Donc le principe, en fait, c'est vraiment ici d'avoir des fichiers ou des bases de données contenant des éléments géographiques. Ça se traduit au niveau des SIG par des millefeuilles, en fait. Quand je vous ai dit, on décrit le territoire, on décrit la couche réseau d'eau, on décrit la couche réseau routier, la couche voie ferrée, et ainsi de suite. Donc en gros, on a une table, si vous voulez, dans un système relationnel, on a une table par entité, enfin par type d'entité, et du coup, ça se traduit sous forme de millefeuilles d'un point de vue graphique, quoi. On va empiler, voilà. Les cours d'eau vont être dessus, les montagnes, et puis les bâtiments vont être ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc on a quelque chose qui doit prendre ce qui est dans ces fichiers-là et les traduire, si vous voulez, sous forme de entre guillemets de données qui sont intelligibles
par les différentes applications, que ce soit des applications bureautiques, des applications web SIG, ou éventuellement d'autres services web. Quand vous utilisez une API du géoportail, le format WMTS, c'est un protocole pour récupérer les petites tuiles quand vous faites une application mobile. Et ben en fait, ça, c'est issu derrière. Il y a un serveur cartographique qui va aller prendre les grosses images que les avions de l'IGN ont pris et qui va faire quelque chose de beaucoup plus léger pour éviter que vous ayez, quand vous dézoomez tout, pas 5 gigadonnées qui arrivent dans votre navigateur, mais une image qui fait 1000 pixels par 2000 quoi. Donc il y a quelque chose en fait qui va être capable de dégrader selon le niveau de zoom l'image pour que ça puisse passer dans un réseau quoi. Voilà. Donc ça, en fait, ces serveurs carto, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dès lors qu'on va vouloir faire des applications web SIG, parce qu'en fait, elles vont permettre de pouvoir produire plusieurs services, donc plusieurs flux, donc qui vont répondre. Donc les flux, en fait, bon, ils sont normalisés. Il faut savoir que l'information géographique est vraiment, il y a un organisme qui se charge en fait de fixer les normes, que ce soit les systèmes enfin, on a vu, il y a les systèmes de coordonnées, mais il y a tout sur les protocoles d'échange, il y a tout un tas de choses. Donc voilà, si on veut pouvoir travailler avec les outils, voilà, il faut normer. Donc vous avez le système WMS, c'est ce qui va vous permettre de renvoyer une image d'une portion du territoire où vous allez appliquer, sur lesquels vous allez appliquer un style. On va le voir un petit peu après. Le WFS va vous renvoyer vos objets encodés, par exemple en GeoJSON, donc pour pouvoir après être récupéré dans votre navigateur et réaffiché sur un fond de carte. Voilà. Le format WMTS va traiter en fait toutes ces petites tuiles. Vous savez, quand vous naviguez sur le géoportail, sur Google Maps, ainsi de suite, vous voyez des petites tuiles qui font 256 par 256 quoi. Bah, le format WMTS, c'est ça. En fait, on interroge quand vous regardez votre URL, vous avez colonne égale 245. Ligne égale machin, et éventuellement vous avez le niveau de zoom quoi. En fait, le format WMTS crée des pyramides de tuiles par niveau de zoom quoi. Voilà. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir quelque chose de très fluide au niveau de votre carto quoi. Les serveurs cartographiques, donc vous en avez trois principaux. Donc j'ai mis les généralistes. Hein. Voilà, vous en avez trois principaux. Donc MapServer, c'est le serveur cartographique historique. Donc c'est voilà, c'est un truc qui est très performant, C++, machin. Le seul truc, c'est que donc il respecte tous à peu près les mêmes protocoles. Hein, voilà. Nous on l'utilise encore, hein, notamment pour diffuser de l'information des orthophotos. Donc voilà, on a plusieurs terras d'orthophotos qu'on a récupérées et qu'on doit diffuser à nos clients. Donc voilà, on utilise encore MapServer. Par contre, le problème c'est que voilà, la configuration se fait à travers un fichier texte, voilà, qui ressemble un peu à ça. Il n'y a pas d'interface d'admin, il n'y a pas d'API d'admin, donc ce qui fait que quand on veut publier beaucoup de flux, machin, on peut pas automatiser. Voilà. Donc en gros, c'est adapté. Enfin, voilà, adapté pour moi à de l'imagerie de type photographie aérienne ou des choses comme ça. Pas forcément pour de la diffusion d'informations contenues dans une base de données relationnelle, quoi. Voilà. Mais par contre, très bien adapté pour tout ce qui est traitement d'image. Les librairies derrière qui vont chercher les pixels, machin, ça fonctionne très bien, quoi. GeoServer. Donc c'est peut-être le plus complet et peut-être le plus entre guillemets sympa à utiliser, c'est que voilà, donc lui c'est un truc qui est encodé en Java. Il dispose d'une interface administration, il dispose d'une API, donc on peut gérer les utilisateurs, les droits, les couches, publier. En gros, on pourrait voilà, on a une base de données, on peut carrément avec une API administrer complètement la publication d'un flux quoi. Voilà, donc ça c'est un truc vraiment. Donc nous on l'utilise de plus en plus quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai... Voilà. Peut-être montrer un petit peu. Alors, j'ai pas énormément de réseau. Ah, putain. Voilà, donc ici, vous voyez, on travaille pour un syndicat d'énergie et on a publié 66 couches de données. Donc le PCRS, c'est le plan de corps de rue simplifié. En gros, c'est des bagnoles qui passent dans les rues et enfin, il y a plusieurs choses. Ils passent une fois en avion pour faire une photographie avec une précision de 5 cm terrain par pixel. Et puis ils passent également avec des vues dans les voitures, dans les rues des villes, avec des caméras embarquées sur les toits, et ils font du nuage de points 3D, quoi. Voilà. Et du coup, ça permet de dessiner les plans. Et ça sert à quoi? Ça sert notamment à repositionner les réseaux de gaz, d'eau et de machin au bon endroit, pour éviter que quand il y a une pelleteuse qui travaille, ils mettent la moitié du quartier sans électricité, sans eau, ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Et donc du coup, on publie ces couches. Typiquement, on publie ces couches. Alors, est-ce que je vais avoir la donnée ici? Alors, il y a peut-être des histoires de niveau de zoom. Voilà. Enfin bon, en gros, vous avez... Bon, forcément, voilà. Hop.
Donc là, vous avez, on est sur un protocole WMS. Vous voyez ici, on a tout un tas de points, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que j'ai coché. Bon, des points affleurants, je sais pas ce que c'est en topo, les points affleurants, enfin bon, bref. Voilà, donc donc quand on met les 68 couches les unes sur les autres, on a quelque chose qui commence à ressembler à un plan, quoi. Ici, comme ça, c'est pas flagrant, mais parce que derrière, les informations qui sont associées derrière à ce truc-là, bah forcément, la structure de données qui est derrière n'est pas la même que pour les arbres isolés ou des choses comme ça, voilà. Mais par contre, toutes ces informations-là permettent d'aboutir à un plan. Donc là, il y a une interface qui est vraiment sympa pour piloter, voilà. Donc c'est-à-dire que si vous faites une application web SIG, vous pouvez utiliser ce truc-là, configurer, voilà. Et puis même vos clients, s'ils veulent rajouter des couches, peuvent le faire sans avoir à modifier le code de l'appli, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que les protocoles WMS, WFS sont auto-documentés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un appel de type getCapabilities, il va nous retourner la liste des ressources qui sont proposées par le serveur. Donc si en face, l'appli elle est bien codée et qu'elle dit je commence par analyser ce catalogue pour savoir ce que je peux afficher sur la carte, eh ben ça veut dire que vous avez quelqu'un qui rajouterait de l'autre côté serveur une couche, il pourrait la mobiliser côté appli sans avoir à recompiler l'appli, quoi. Voilà. QGIS, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de QGIS? Non? Ouais, ok. Donc QGIS, c'est un logiciel SIG bureautique. Donc c'est en gros le Excel qui permet de faire de la carto, quoi. Enfin Excel open source qui permet de faire de la carto. Et donc du coup, il dispose aussi de son propre moteur de serveur qui permet de pouvoir être utilisé pour de la diffusion, quoi. Donc l'avantage, c'est qu'il permet notamment, il est entièrement paramétré via l'outil bureautique. C'est-à-dire que vous pilotez ici, vous êtes dans votre outil bureautique, vous avez des fenêtres un peu partout qui vous permettent de dire comment le serveur doit se comporter par rapport à telle couche et ainsi de suite, voilà. Donc ça vous reprend tous les styles carto. Vous vous dites voilà, là j'ai mis la France de telle manière. Quand ça va être de votre côté, quand le flux sera rendu côté serveur cartographique, ça aura la même gueule, quoi. Voilà. Vous n'arrivez pas à refaire le travail de mise en forme et ainsi de suite, quoi. Il est peut-être un petit peu moins performant, après, voilà, c'est mon point de vue. Bon. Vous avez des serveurs cartographiques spécialisés. Donc là, je vous ai mis les généralistes. Ils sont capables de traiter du matriciel, du vectoriel, enfin bon, en gros, tout ce que vous voulez. Ils vont très bien. Vous avez des serveurs qui sont dédiés sur des tâches très spécifiques. Notamment sur, en ce moment, on a beaucoup de, enfin, c'est la grande mode, mais c'est normal, quoi. C'est ce qu'on appelle le tuilage vectoriel. C'est-à-dire plutôt que de représenter les petits trucs sous forme d'imagettes ou donner des valeurs par pixel pour les données type carte, quoi, pas les données type photo. En fait, on encode en gros dans des tuiles des instructions de dessin pour le navigateur, quoi. Et en fait ça va beaucoup plus vite, voilà, et ça fait quelque chose qui est beaucoup plus léger et surtout qui est voilà. Donc en fait on fait le rendu après côté client mais pas côté serveur. C'est-à-dire que quand on dit le truc il est bleu, en fait il est bleu, c'est parce que côté client en fait on dit d'appliquer un style qui fait que le polygone il est bleu. Quand on est sur un serveur carto type WMS, en fait, le bleu, il est en sortie de serveur. Il vous arrive navigateur en PNG, en JPEG, machin, avec derrière du PNG transparent et puis le polygone bleu, quoi, voilà. Donc c'est tuilage vectoriel. Alors GeoServer est capable d'en faire, MapServer aussi, QGIS aussi, voilà. Il y a des serveurs qui sont dédiés pour faire ce genre de truc, quoi, voilà. Et ce qui est également important, notamment dans le domaine de la carto, c'est que si vous avez des données carto qui bougent très peu, typiquement le cadastre. Voilà, le cadastre, aujourd'hui, si vous voulez le cadastre il est mis à jour 3 fois par an. Si vous l'utilisez tous les jours, et que vous avez beaucoup d'utilisateurs, vous avez peut-être intérêt à mettre en place un système de cache qui va vous mettre des niveaux de zoom, par exemple, qui va vous préparer les données, au moins sur des secteurs particuliers stratégiques, quoi, qui va vous éviter qu'en fait, ça vous consomme du processeur en préparant les données à l'avance, quoi, voilà. Et ça, vous savez que les données, elles bougent pas, elles bougent tous les 3 mois. Donc, vous pouvez vous dire, bah voilà, même si le traitement prend une journée à calculer toutes les petites imagettes pour tous les niveaux de zoom, ça peut valoir le coup parce que je sais que je vais pas recommencer avant 3 mois, quoi. Voilà. Et c'est surtout, ça sera en termes d'expérience utilisateur, c'est beaucoup plus performant parce que ça va être fluide, quoi. Donc, on va gagner, voilà, quoi. C'est-à-dire que le serveur, en fait, il va pas recalculer à chaque fois, essayer de redessiner l'entité, ça sera déjà tout prêt, quoi. Les librairies. Alors, les librairies. Donc, les librairies, il faut savoir que les librairies, c'est un peu comme Lucie, il y a un ancêtre commun, ou quelques-uns, notamment Java Topology Suite, et du coup, ça se décline après sur tout un tas de trucs, quoi. Donc, en fait, le Java Topology Suite a donné lieu à Geos, qui est lui-même embarqué dans PostgreSQL PostGIS, c'est le moteur de traitement spatial, enfin voilà. Donc, voilà, il n'est pas complet, il date un petit peu ce truc-là, mais c'était plus pour vous montrer un petit peu que derrière les composantes, en fait, c'est surtout des améliorations ou des choses qui ont été portées
importer dans d'autres langages, mais toujours par rapport à un existant, quoi. Vous voyez, JTS a donné Geos, mais aussi a donné voilà, JSTS, qui est voilà, et Turf, dont on va parler tout à l'heure en JavaScript, quoi, voilà. Donc les librairies pour le web mapping, donc en JS, donc il y en a quelques-unes, enfin il y en a 3 principales. Donc la plus riche, je pense à mon avis, c'est OpenLayers. Derrière, elle est super bien, elle est très fonctionnement très riche, elle est super bien documentée. Si demain vous devez construire une application dont vous vous doutez que à terme elle va être relativement complexe, je vous invite à partir vraisemblablement sur celle-ci. Vous allez pouvoir faire du dessin, vous allez pouvoir faire tout un tas de trucs, voilà. Elle est vraiment puissante. C'est quelque chose donc il y a pas mal d'exemples, hein, je vous ai mis. Voilà, c'est bien documenté. Voilà, bon, je pense que c'est une des librairies phares, si ce n'est la librairie principale. Je sais pas, vous utilisez vous avez déjà développé des applications web SIG ou pas? Non? Personne? Oui, bah Atoll, ok, ouais. Ça marche. Voilà, donc typiquement, donc elles vont vous permettre cette librairie d'exploiter les flux carto, quoi. Après. Autre librairie, si vous avez besoin un truc plus léger, vous savez que ça va pas évoluer, c'est foutre 3 marqueurs, 4 polygones et machin sur un fond de plan. Vous avez Leaflet qui est très facile à prendre en main. Il faut pas se pencher dessus pendant 3 jours pour commencer à comprendre les différentes notions. Donc ça, c'est un truc qui peut être qui est entre guillemets besoin d'intégrer une carte rapide qui est autre chose qu'un fond de plan, qu'une API Google Maps ou des trucs comme ça dans un WordPress ou un truc comme ça. C'est quelque chose qui est jouable et que je vous conseille, quoi. Voilà. Si c'est des projets plus ambitieux, vous risquez en fait de passer votre temps à devoir activer des plugins et ainsi de suite, quoi. MapLibre, appli qui permet qui est très orienté Maxbox, qui permet notamment de faire de la 2D ennemie. Voilà. Donc 2D ennemie, donc entre guillemets, est-ce que ici je l'ai? Alors voilà. Donc notamment des aspects un petit peu des choses comme ça. Voilà, restitution. Donc par contre, ça veut dire que derrière, il faut un serveur carto qui vous renvoie le relief. Sinon, vous êtes marron, quoi. Turf, après, vous avez des librairies qui sont pas des librairies carto, mais qui peuvent vous rendre service. La librairie Turf va manipuler, notamment, vous voyez ici, quand vous voulez faire en JavaScript des histoires de manipuler l'information géographique et ainsi de suite, vous allez pouvoir, entre guillemets, être... D'autres librairies, Java, C, C++. Donc là, on a vu un petit peu les composantes, stockage, serveur cartographique, librairie. Il y a des outils que vous allez être obligé de manipuler à un moment donné si vous voulez faire rentrer de l'information géographique. Les SIG bureautiques, donc vous avez QGIS, en gros, c'est ce que je vous disais, un Excel qui va vous permettre de charger, de vous connecter à des bases de données ou des choses comme ça. Ça va vous permettre de préparer les données pour vos applis, ça va vous permettre de les rentrer dans des bases de données. Vous avez les applications de type mobile, c'est-à-dire que si vous avez des clients qui ont un système, ils vous disent, moi j'ai besoin d'une application mobile, j'ai pas forcément trop de thunes pour faire pour m'en payer une sur mesure. Sachez qu'il y a des choses qui existent où vous créez vos projets dans QGIS, vous les mettez sur du QField. Les gens partent sur le terrain, ça synchronise sur un serveur, ça alimente votre base de données, et du coup derrière, ça permet de faire une solution pas sur mesure, mais à moindre coût, qui permettent potentiellement de combler un vide fonctionnel, quoi. Voilà. Vous en avez tout un tas de choses, voilà. Donc je reviens. Les solutions SIG web, donc on a vu qu'il y avait les librairies, OpenLayers, tout ça. Il y a des trucs qui existent qui sont entre guillemets déjà tout prêts, quoi. Des solutions entre guillemets où la personne se connecte, elle a directement des fonds de carte, elle a tout un tas de choses, des formulaires de saisie, voilà. Donc là vous avez des choses comme ça qui existent. Où en gros c'est par simple paramétrage de fichiers XML ici dans ce cas-là pour MViewer, vous avez la possibilité en fait de créer un site. Alors il est standard ce site, quoi. Voilà, vous pouvez modifier un petit peu les styles ou les trucs comme ça, mais ça permet de déployer un site carto super rapidement. En une demi-journée, vous avez un truc qui fait du zoom, de l'interrogation d'objets, de la gestion masquage de couches, et ainsi de suite, quoi. Si vous voulez faire ça en code, vous pouvez réinventer la roue, mais voilà, c'est peut-être mieux si vous avez du temps à passer, peut-être mieux passer à développer un plugin qui permettra d'enrichir la solution open source, quoi, éventuellement, quoi. Voilà.
Donc il y en a plusieurs, bon, donc MViewer, QGIS, voilà quoi. Et puis vous avez aussi des outils en ligne de commande pour ceux qui sont voilà, qui adorent les écrans noirs. Donc vous avez des outils qui s'appellent GDAL, OGR. Donc ça c'est un peu les couteaux suisses. Donc je lis à peu près tous les formats. SIG, je les écris à peu près tous. Et voilà, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre un fichier, de le coller en base de données, de refaire de la conversion de système de projection d'un système vers un autre, et ainsi de suite. Voilà. Et puis un petit mot quand même, parce qu'à Toledo, il y a eu des plugins qui ont été faits pour manipuler la carto dans l'ETL Apache Hop. Voilà, donc c'est des choses qui permettent facilement de pouvoir basculer, traiter ces géométries, quoi. Enfin, dernier petit truc, il y a la notion de métadonnées. Quand on travaille sur les informations géographiques, à un moment donné, il faut décrire ce qu'on fait. Donc il y a des serveurs de métadonnées, GeoNetwork, SECAN, vous connaissez peut-être SECAN parce qu'il n'est pas spécifiquement spécifique à la carto. Des outils de supervision, s'assurer que mon service carto il n'est pas tombé et que voilà, donc je reçois un SMS ou je reçois un mail quand c'est pas là. Des outils qui permettent de faire de la photogrammétrie. Donc je suis passé typiquement avec mon drone, j'ai volé pendant 10 minutes, j'ai pris 500 photos, je veux faire une orthophoto, donc une photographie comme le géoportail, mais que sur ma maison, quoi, voilà. Donc ça, enfin que sur ma maison ou ce qu'on veut, et ça permet de faire ce genre de truc. Du geofencing, les gens qui rentrent et qui sortent de zone, avec des événements qui sont créés à chaque fois. Du suivi de flotte de véhicules. Pareil, à un moment donné, les pompiers, la police, machin, tous ces trucs-là. Voilà, donc il y a tout un tas de commandes batterie open source, d'outils open source qui existent. Plus simple, c'est d'aller voir sur SGO, voilà, association qui est dédiée à ça, qui a référence à un certain nombre, là j'en ai mis un peu plus, mais les projets pilotes sont là, quoi. Voilà, merci. On a été vite. Merci.